Est-ce que la sagesse et la modération vaincront le fanatisme et la stupidité? Je ne sais pas. L'historien, d'après Hegel, est le prophète du passé. La guerre a lieu quand la diplomatie échoue. Alors c'est le temps des armes. J'ai toujours vu les guerres d'Israël comme une guerre sans fin, avec des pauses. Quand on y pense, il s'agit d'un conflit qui n'a jamais cessé. Et ce cycle est loin d'être terminé. La voix de l'historien Elie Barnavi, présent dans votre documentaire. Dans l'actualité des idées aujourd'hui, le conflit israélo-palestinien, 70 ans après la création de l'État d'Israël, dans le regard du réalisateur William Carell. On l'a connu dans la lucarne du petit écran, avec sa série de grands portraits de personnalités du monde politique, des Français, mais aussi des Américains. On l'évoquait, Kennedy, Bush ou encore Obama. Dans les années 2000, il revient sur le rôle de l'agence de renseignement américaine dans l'histoire, avec CIA, guerre secrète, puis s'attarde sur l'interventionnisme américain et la guerre en Irak dans Le Monde selon Bush. Photographe et documentariste, William Carell a passé 10 ans en Israël, fait son service militaire là-bas, vécu dans un kibboutz, y a rencontré sa femme, Blanche Finger, avec qui il a conçu ce projet. Ensemble, ils ont choisi de conjuguer cette histoire en 2 temps, passé avec une terre 2 fois promise, une dimension historique pour ce film en 2 volets, 1897-1948, puis 1948-1967, la genèse d'un État et un retour aux sources du conflit israélo-palestinien est présent avec Histoire d'Israël, le conflit dans sa dimension actuelle, vu par des écrivains israéliens, grande plume et conscience politique, d'Amos Oz à David Grossman, d'Avraham Yehoshua à Zerouia Chalef ou encore Edgar Keret. Une série documentaire diffusée à l'occasion des 70 ans de la création de l'État hébreu. Ce sera ce soir et demain dans le cadre de 2 soirées spéciales sur Arte. William Carell, rebonjour. Bonjour. À mes côtés, Camille Magnard est resté pour vous interroger. Depuis 1 mois, des milliers de manifestants de Gaza défilent tous les vendredis le long de la frontière israélienne. Quelle date, quel événement convoque cette marche du retour, William Carell? Ça me semble un peu... C'est-à-dire, les gens qui manipulent un peu ces adolescents avec cette idée du retour. Le retour, ça n'a absolument aucune logique. Jamais les Israéliens partiront pour laisser revenir les Palestiniens. Mais c'est vrai que ce qui était inquiétant, c'est que ça s'est déroulé, en tout cas au début, dans une indifférence quasiment totale. Il y a une banalisation de l'occupation en Israël. C'est surprenant, d'habitude, 40 adolescents palestiniens descendus en trois semaines, les gens seraient descendus dans la rue, or personne n'a bougé. Vous citiez la fin du film avec Barnavi, qui c'est une fin tellement noire et pessimiste, et c'est exactement la même dans le 2e film dont vous aviez parlé sur les écrivains. Ça finit encore d'une façon encore plus tragique et désespérée, sans une lueur d'espoir, peut-être à part la manifestation des femmes palestiniennes et israéliennes. Parce qu'il n'y a pas de marche arrière peut-être dans ce conflit, et surtout pour l'instant il n'y a pas d'avenir visible. Comment sortir de l'impasse? 29 novembre 1947 s'ouvre l'Assemblée générale de l'ONU avec au menu le partage de la Palestine en 2 États, un juif et un arabe. Le plan va être rejeté par les pays arabes et Israël proclame son indépendance. Vous revenez sur ces événements, ça c'est l'ouverture de votre premier documentaire. Vous allez nous raconter aussi comment la création de l'État d'Israël va aussi ouvrir sur l'exode de 750 000 Arabes palestiniens. C'est la Nakba, le désastre que cette marche du retour convoque aujourd'hui encore. On est plus de 70 ans après. Une terre 2 fois promise, c'est le titre que vous avez choisi pour votre série documentaire, William Carell. Les doubles promesses ne sont-elles pas toujours intenables ? Oui, j'avais déjà fait un film il y a une 20aine d'années. J'avais gardé le même titre comme une espèce de clin d'œil, mais le film était complètement différent. Le partage de l'ONU était traité en 3 minutes et ça racontait beaucoup plus l'arrivée de Sadat à Jérusalem, l'assassinat de Rabin, la guerre du Kippour. Sur celui-ci, on a voulu, avec Blanche Finger, essayer en 2 heures de raconter, en commençant cette fois-ci au début du siècle avec Herzl et ses promesses d'un État juif, et aller jusqu'à... C'était un accord qu'on avait fait avec Arte, qu'on irait jusqu'en 67. Finalement, on a
déborder un peu sur 68 parce que c'est l'année de la première colonie et c'est le changement complet pour Israël. Israël avant la première colonie et après, dans les territoires occupés, c'est deux pays complètement différents, quelqu'un le dit dans le film. Et le film dont vous parliez, qui passera demain sur les écrivains, c'était le premier. On avait eu une discussion avec Arte, on a dit on va faire un film pour les 70 ans d'Israël, et on demandera à 10 écrivains de dresser un état des lieux d'Israël aujourd'hui. On leur avait posé deux questions. Qu'est-ce qui reste du rêve de Herzl de faire un état si beau, si différent? Et est-ce que vous avez l'impression que la littérature peut légèrement modifier ou influencer le cours de l'histoire? Et la première réponse était « il ne reste rien ». Et le deuxième, certainement pas. Donc c'est pour ça que je vous disais que c'était assez pessimiste. Ça, la suite, vous l'évoquez, ou plutôt une sorte de préquel d'un projet entamé en 97, William Carell, avec un nouvel éclairage que vous apportez dans ce film, 20 ans après le premier documentaire en 3 volets, déjà intitulé « Une terre 2 fois promise, Israël-Palestine ». C'est une autre période que vous couvrez, ou en tout cas différemment, mais j'en reviens quand même juste à ce titre que vous n'avez pas dû choisir au hasard, « Une terre 2 fois promise ». À qui? Pourquoi? Et est-ce que les doubles promesses, cette espèce de mensonge originel, ne pouvaient que déboucher sur une guerre sans fin? Oui, il y a eu assez de critiques, et sur Internet, sur les réseaux sociaux, et dans des journaux, j'ai vu beaucoup y compris la première fois, et sur celui-ci, en disant que le titre est totalement mensonger. Cette terre n'a jamais été promise 2 fois, elle a été 1 fois promise, et certainement pas promise aux Palestiniens, qui n'existait pas. Mais le titre c'était ça, c'était une terre 2 fois promise. À un moment, on pensait appeler le film « Une terre de peuple », qui était beaucoup plus logique. Mais l'idée, c'était d'essayer de raconter cette histoire en choisissant des témoins, et palestiniens et israéliens uniquement, mais des témoins qui seraient à la fois, qui étaient acteurs de l'événement et historiens à la fois, qui avaient vécu. C'est pour ça que, par moment, l'historien, par exemple Elias Sambar, se transforme en témoin. Il raconte que son père, le jour de l'indépendance, le met dans un camion et il part en exil au Liban. Ou Anita Shapiral, l'historienne israélienne, raconte sa mère la réveillant à minuit pour lui dire « Réveille-toi, il faut que tu te souviennes de cette nuit. On vient de donner un pays aux Juifs. » C'était bien d'avoir des historiens qui étaient aussi concernés par l'histoire. Et vous avez quand même choisi, William Carell, des voix assez critiques, des voix qui discutent, qui contestent les mythes nationalistes aussi. Le parti pris ici, c'était quoi pour vous? De dépasser l'opposition traditionnelle israélien versus palestinien, de ne pas tomber dans la concurrence des victimes? Absolument. Le choix des témoins s'est fait comme ça. C'est nouveau, vous savez. On ne vous voyait pas dans beaucoup de films des gens comme par exemple Sari Nusseibeh, qui a été le bras droit de Arafat pendant 10 ans, dire que l'erreur de 47 ça a été de refuser le partage, et ça a été la première d'une longue série d'erreurs. Ou alors le même Sari Nusseibeh dire que c'est complètement absurde de prétendre que les Juifs n'ont jamais eu d'attache à ce territoire, qui n'ont pas leurs racines. D'avoir Elias Sambar qui dit l'autorité palestinienne a été complètement aveugle et n'a pas compris qu'en 1947, il y avait eu l'extermination des Juifs 2 ans plus tôt, que c'était déjà joué, que le monde entier allait donner un pays. Donc c'était intéressant d'avoir aussi même Elie Barnavi qui parle de l'accumulation d'erreurs qu'a fait Ben Gourion. Donc c'était d'avoir des gens qui fassent un peu une autocritique. Une autocritique, et en même temps vous souhaitiez analyser le ressort des événements, les psychologies aussi, essayer de faire entendre les premières mises en garde, les voix dissonantes, un peu les vigies ou les lanceurs d'alerte de l'époque, pour nous faire comprendre et pointer les erreurs, les aveuglements qui ont créé cette escalade dans laquelle on est encore aujourd'hui. Au Forum des images, William Carell, vous avez fait cette confidence ou cet aveu: mes films ne sont pas objectifs. Je trouve que la moindre des politesses, c'est de donner son point de vue dans ces films, ce n'est pas une machine. Est-ce que ça vaut aussi pour un documentaire historique? Est-ce que là, dans ce travail d'archives que vous avez réalisé pour Une terre 2 fois promise, vous avez tenté de retrouver une certaine objectivité historique? Non, spécialement sur celui-ci, c'était pas... Je reconnais que absolument le film n'est pas objectif. C'est-à-dire, je suis beaucoup concerné dans la mesure où j'ai vécu là-bas, j'ai passé 10 ans... j'ai la double nationalité, donc je me sentais beaucoup plus proche. C'est une histoire... Quand vous parliez en disant en 30 ans, j'ai fait 30 films,
J'ai fait 15 films qui ne parlent que de l'histoire du peuple juif, de l'extermination des juifs, de l'extrême droite, de Primo Levi, contre l'oubli. Donc c'est un sujet sans fin, enfin sans fond pour moi. Je n'ai fait que ça. J'ai l'impression d'avoir fait que ça. Mais qui touche aussi, comme vous l'évoquez, à votre histoire personnelle, ce qui fait que c'est impossible pour vous d'être totalement objectif sur ce sujet-là. Sur celui-ci, oui, mais j'espère l'avoir été. Je sais que beaucoup de gens en Israël... Le film sur les écrivains est passé avant-hier à la télé israélienne, apparemment sans trop de remous, mais le film sur Une terre de foi promise est passé il y a 2 semaines au Festival du film israélien, et il a été copieusement sifflé dans la salle par beaucoup de gens, de jeunes... disons, entre guillemets, de droite ou proche de Netanyahou. Le film dérange énormément. Le fait qu'il y ait dans les... je ne veux pas employer le mot paria, mais il y a 4 témoins israéliens dans le film qui n'ont jamais eu accès à la télévision, qui sont Guidon Levy, Nourit Peled, qui a perdu sa fille dans un attentat, Amir Haas, qui vit à Gaza et en Cisjordanie, Shlomo Sand surtout, qui est détesté. C'était intéressant d'avoir leur point de vue. Par exemple, Guidon Levy nous racontait qu'il est tellement... Le matin, quand il emmène son enfant à l'école et qu'ils ouvrent la boîte aux lettres pour voir s'il y a du courrier, il trouve régulièrement une photo de Rabin avec écrit au feutre dessus « Tu finiras comme lui ». C'est une histoire sans fin. Ça a beaucoup changé avec entre Israël, on disait tout à l'heure, avant 67 et après 67, avant Netanyahou, après Netanyahou, c'est une catastrophe. Je suis pas politologue, mais c'est quelqu'un qui va pratiquement, si normalement la justice suit son cours, finira en prison. Son prédécesseur, Ehud Olmert, l'ancien Premier ministre, a été condamné pour 2 ans pour escroquerie. Dans la cour de la prison, il se promenait avec le président d'État d'Israël qui avait été condamné à 7 ans pour viol de sa secrétaire. Disons, c'est une image qui ne devait pas beaucoup plaire à Ben Gourion ou à même Golda Meir s'ils avaient vu ce qui est arrivé avec ce pays. Une peur, des crispations aussi que vous expliquez tout au long de ce documentaire historique, William Carrel. Avant de vous donner la parole, tout de suite Camille Magnard, juste pour recamper le décor du premier volet de cette série documentaire. C'est une fresque que vous faites débuter en 1897 lors du premier congrès sioniste à Bâle, organisé et présidé par le journaliste Théodore Herzl, l'inspirateur du sionisme, marqué par l'affaire Dreyfus, effaré, dites-vous, par la montée de l'antisémitisme, le messie laïque à la barbe noire, tel qu'on l'appellera, et ça va déboucher sur l'adoption du programme de Bâle, dont l'objectif est l'établissement d'un foyer national pour le peuple juif en Palestine. On voit votre besoin de l'inscrire, cette histoire, dans une histoire encore plus longue, et de montrer avec vos interlocuteurs comment les germes du conflit étaient présents dès le début. Une question de Camille Magnard. Je voulais vous interroger sur justement ce contexte-là. Il y a une bande dessinée qui vient de sortir, qui est passionnante, signée par Camille de Toledo et Alexander Pavlenko, qui justement sur Herzl, une histoire européenne, c'est chez De Noël. Lui situe l'histoire de Théodore Herzl et donc de la naissance de cette idée de l'État pour les Juifs, dans l'histoire également de milliers de Juifs russes qui ont été chassés de chez eux des shtetl par les pogroms de la deuxième partie du 19e siècle. C'est dans ces parcours-là, dans cet exil-là et dans l'antisémitisme qui est monté en Europe à ce moment-là, qu'il faut situer justement les germes de cette idée sioniste. C'est les raisons principales. L'affaire Dreyfus, lui-même mentionne, je crois, en quelques lignes dans son livre, c'est surtout les pogroms et ce qui s'était passé. Ce qu'on voulait raconter dans l'histoire de Herzl, c'est justement l'histoire officielle qui ne plaît pas à tout le monde, c'est-à-dire au Congrès où il promet ce pays en terre de Palestine pour les Juifs. Un des principaux responsables qui assiste au Congrès se lève et dit « c'est une idée magnifique, mais on est en train de commettre une erreur, il me semble. Il y a déjà un peuple et qui a l'intention de rester là-bas. » Il y a comme ça plusieurs... Il y a le responsable de la communauté juive de Londres qui envoie un télégramme à Herzl pour lui dire quelle est cette idée stupide de vouloir créer un nouveau ghetto dans un coin. Le malentendu avec Herzl, je ne sais pas, je vais voir rapidement cette bande dessinée. Je vous la conseille. Lui parle de l'état des Juifs. En France, le livre a été même traduit l'état juif. C'est une erreur monstrueuse. L'état juif, c'est exactement comme un état islamiste. Et puis, juste d'un mot, il dit aussi,
Il met en garde, il dit il faut surtout ne pas laisser les militaires prendre le pouvoir et enfermer les rabbins dans les synagogues. C'est exactement le contraire qui s'est produit, ils sont aujourd'hui au pouvoir. Une terre 2 fois promise, extrait. C'est un pays merveilleux, bien sûr, qu'il décrit. Herzl décrit le pays qu'il imagine. Un pays très libéral, très européen, très sophistiqué, avec d'excellents rapports entre les différentes communautés et les différentes parties de la société. Quand Herzl présente son projet sioniste, tous les rabbins, conservateurs, réformistes, orthodoxes, s'opposent au sionisme. On est vers la fin du 19e siècle, début du 20e. Tous. Ils le perçoivent comme un péché en affirmant que la diaspora est une punition divine et que Dieu seul peut décider du retour du peuple juif en Terre Sainte par l'arrivée du Messie. Herzl dit « Il faut séparer la religion de l'État. On ne laissera pas les rabbins nous diriger. Qu'ils restent dans leur synagogue, mais qu'ils ne nous disent pas quoi faire. » Le sionisme représentait la volonté de se libérer des entraves de la religion et de créer un homme nouveau et une nouvelle société au pays d'Israël. C'est lors du 7e congrès international sioniste tenu en 1905 que la Palestine a été définitivement choisie pour l'établissement d'un foyer juif, après que l'Ouganda et l'Argentine aient été envisagés. C'est le premier congrès organisé depuis la disparition de Herzl, mort 1 an plus tôt. Un de ses membres, Itzhak Epstein, prend la parole à la tribune. Nous avons oublié un petit détail. Il y a sur notre terre bien-aimée une nation entière qui l'occupe depuis des centaines d'années et n'a jamais envisagé de la quitter. Nous sommes en train de commettre une grave erreur psychologique. Le président de l'Union des synagogues de Grande-Bretagne avait écrit à Herzl « Je tremble à l'idée de la fondation d'un petit, tout petit État juif qui deviendrait un ghetto. » Voilà, extrait de votre documentaire, William Carell, dans l'épisode 2, dans le 2e volet de cette histoire, Une terre 2 fois promise. Vous montrez comment, après 67, le beau rêve, là encore, d'Herzl va se fissurer, comment le sionisme va devenir une idéologie travestie d'une certaine manière. Vous montrez que se développe, après 67, un sionisme messianique et religieux qui va détourner cet esprit des pères fondateurs. Oui, et qui n'a rien à voir avec les premiers colons, les premiers arrivants, qui étaient totalement, absolument pas, ou ne croyaient absolument pas, n'étaient pas religieux. C'était des gens qui étaient plutôt inspirés de la révolution russe qui arrive. Et les colons d'après 67 se font passer pour les nouveaux colons, ce qui est totalement faux. Ils ne parlent que de retour sur la terre de leurs ancêtres et tout ça. Mais le Parti travailliste les a aidés. Je sais que ça apparaît dans le film. Ils ont été soutenus, en particulier par Shimon Peres, qui a un peu favorisé leur installation. C'est ça qui est étonnant en Israël, c'est que du côté des partis travaillistes, il y a jamais eu ni d'initiative, ni... Golda Meir avait une relation effroyable avec les Palestiniens qu'elle méprisait. Shimon Peres a installé les premiers colons. Yitzhak Rabin n'a pas fait grand-chose, malheureux a été assassiné, mais les seules initiatives finalement pour essayer de trouver une solution et de trouver la paix, c'était par la droite et la plus dure. Begin quitté le Sinaï en 1 heure après une discussion avec Sadat, expulsant les colons israéliens avec une violence pour ne pas rester. Ariel Sharon a décidé un jour de quitter totalement la bande de Gaza en disant on ne gardera pas 1 centimètre, et il a aussi fait partir tous les colons. Il y a eu des tentatives, et aujourd'hui c'est totalement fermé des 2 côtés. Cette fresque commence, on le disait, en 1897 et vous la terminez en 1967-68. En quoi, William Carell, la guerre des 6 jours a été pour vous un point de rupture, un tournant dans l'histoire d'Israël? Comment est-ce que ça a marqué cette histoire? Moi, je n'y étais pas. Enfin, je peux juste vous donner mon point de vue. On en parle un peu dans le film. Oui, c'est le journaliste Gideon Lévy que vous évoquiez qui dit devant votre caméra, Israël, avant et après 67, ce sont 2 pays différents. Oui. Pas pour la guerre de 6 jours, il y a cette discussion, savoir si vraiment les Israéliens ont joué sur l'idée
d'un danger d'extermination. Plusieurs personnes ensuite ont écrit leurs mémoires, y compris Yitzhak Rabin et le père de Nourit Peled, de général Peled, disant que ça a été un mensonge depuis le début, qu'il n'y avait jamais eu un risque. Tout le film est construit, en fin de compte, on l'a construit avec Blanchfinger comme ça, le fil conducteur, c'est la Shoah. L'extermination des Juifs. En 1945, on découvre l'extermination. En 1947, il y a déjà un État. Et tout ce qui va découler, cette angoisse de ne pas disparaître des Israéliens, c'est pas un fantasme, c'est vrai. Vous dites que c'est aussi une peur qui n'est pas sans fondement, parce que vous montrez comment, à l'été 67, juste avant la guerre des 6 jours, on assiste à une sorte d'escalade de la peur, que l'Égypte de Nasser annonce l'éradication d'Israël. C'est souvent, dans les discours aussi, on a menacé de supprimer tous les Juifs. C'était le cas à ce moment-là, notamment au Caire, et Israël avait des vraies raisons de penser que cette jeune nation était menacée de disparaître. C'était pas des peurs sans fondement. Pas du tout. Ça a été une suite d'erreurs et de la part des leaders arabes et des Palestiniens. Ahmed Choukairi, le leader arabe, le leader palestinien, répétant tous les jours son slogan « Nous allons jeter tous les Juifs et les Israéliens à la mer ». Ils creusaient leur tombeau avec ces histoires. Le fait de pendre des Juifs en effigie dans les rues du Caire avec une étoile de David, tous les jours faire passer à la radio cette chanson qui s'appelle « Égorge un Juif » et ça a duré à peu près 2 semaines. C'est une erreur totale. Et on retrouve ça aujourd'hui aussi. Il y a 2 semaines, un des responsables iraniens a dit « D'ici quelque temps, Israël et Tel Aviv disparaîtront de la carte et seront rasés ». Mais après, vous racontez aussi comment cette peur entretenue n'a pas cessé d'être instrumentalisée par les autorités militaires et politiques, en quoi aussi tout cela n'a pas servi finalement les 2 peuples qui n'ont jamais réussi, qu'on n'a jamais souhaité faire cohabiter dans cette montée permanente de tensions et de la haine aussi d'un côté comme de l'autre. Même un des Palestiniens du film dit que finalement la situation actuelle arrange plus ou moins leurs dirigeants, et s'accommode très bien de cette situation. Alors finalement, si on revient sur ce que disait Théodore Herzl aux racines de ce projet sioniste, il voyait la création d'un État pour les Juifs comme la fin de l'antisémitisme, une façon d'y remédier. C'est tout l'inverse qui s'est passé finalement. Pardon, je n'ai pas entendu. Herzl voulait un État pour les Juifs pour en finir avec l'antisémitisme. Absolument, c'est l'inverse. C'est pour ça qu'on dit que la question qu'on avait posée au début, qu'est-ce qui reste du rêve de Herzl, et que les 10 écrivains répondaient pratiquement rien. C'est ça, c'est tragique à entendre. Mais d'un autre côté, je noircis la situation, c'est souvent désespéré, mais par exemple, de voir la semaine dernière les survivants d'extermination descendre dans les rues de Tel Aviv pour soutenir les immigrants illégaux africains qu'on va expulser. Je trouvais ça magnifique. De temps en temps, ça vous donne une lueur d'espoir. Des écrivains aussi devant votre caméra, William Carell. C'est le dernier volet de cette série documentaire Histoire d'Israël qui sera diffusée demain, mercredi, sur Arte. On va en parler. France Culture, il est 13h20. France Culture. La Grande Table. Olivia Gesbert. Dans Histoire d'Israël qui sera diffusée demain, les écrivains israéliens que vous avez rencontrés cachent mal leur pessimisme, profondément attachés à leur terre, à leur culture et à leur langue. L'écrivaine Alona Kimi vous dit notamment « Ma relation avec la langue hébraïque est d'un amour fou, sensuel, absolu. Ils n'en sont pas moins des consciences éveillées, presque pour certains la mauvaise conscience de cette nation. Je me suis toujours demandé comment combattre sans faire de mal à personne. Et la seule manière que j'ai trouvée, c'est de devenir écrivain », résume Edgar Keret. Lucide, ils n'ont jamais cessé de dénoncer cette impasse, mais vous diriez en vain aujourd'hui, William Carell? Oui, mais Nourit Aviv, qui était ici, en parlerait beaucoup mieux que moi. Elle en a parlé d'ailleurs. Elle a fait ça depuis 10 ans sur la langue hébraïque. Mais sur les écrivains, effectivement, ils sont un peu déboussolés comme ça, désarçonnés. Vous savez, la nouvelle ministre de la Culture, c'est tellement compliqué, ils sont tellement attaqués de tous les côtés. Et donc ils essayent comme ça. Il y a ceux qui sont au sommet, disons, ce qu'on appelle les 3 ténors, sont carrément intouchables, qui sont Grossman, Amos Oz et Aleph Bet Yehoshua. Mais pour les autres, c'est extrêmement difficile. Oui, notamment Ronit Matalon et d'autres que vous avez pu rencontrer, à qui Ronit Matalon vous dédiez ce film.
Et qui est mort depuis. Qui est mort depuis, William Carell. David Grossman dit devant votre caméra, il est l'auteur du sublime Une femme fuyant l'annonce, paru en 2008, mais également Zerouia Chalef, qui a écrit Ce qui reste de nos vies. Ils disent que des rapports parents-enfants en Israël sont chargés d'angoisse, surtout entre les mères et les filles. Ça, c'est Zerouia Chalef qui vous le dit. À 18 ans, l'armée vous prend votre enfant sans savoir s'il reviendra et quand il reviendra, ni dans quel état. Les protéger, dit-elle, avant que ce monstre qu'est l'armée les avale. Il y a un film qui sort en salle demain et qui revient sur ce traumatisme que peut constituer le service militaire pour des générations de jeunes hommes en Israël. Le film s'appelle Foxtrot. Il a été lion d'argent à Venise au dernier festival. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais je vous propose d'écouter la bande-annonce. היי, זה יונתן. אני נמצא בסוף העולם ואין כאן קליטה בכלל, אבל תשאירו לי הודעה ויום אחד אני אחזור. אני רוצה לראות אותו. את מי? את יונתן. את הבן שלו. הבן שלך במחסום דרכים על קו התפר מחזיק ציר אספקה. אני דורש שתחזירו לי את הילד שלי. עכשיו. יש איזה ריקוד שהולך ככה. קדימה, קדימה. הצידה ועוצר. אחורה, אחורה. הצידה ועוצר. אתה נשארת, אני לא אהבתי. לאן שלא תלכי, את תמיד תסיימי באותה נקודת התחלה. La bande-annonce de Foxtrot de Samuel Maoz, William Carell, un film qui sera dans les salles françaises demain. Lion d'argent, donc au dernier festival de Venise. Une coproduction Arte, j'apprends ça encore et encore, ils sont partout. William Carell, vous l'avez vu ce film, oui. Film qui s'ouvre sur la douleur de parents israéliens qui viennent d'apprendre que leur fils, soldat à un poste frontière, est mort. Et puis il y a dans ce film une scène de bavure dans un checkpoint où un soldat tue des innocents et les cadavres vont être enterrés discrètement au bulldozer, sans information, qui a fait énormément de bruit et beaucoup de polémique en Israël. Mais oui, tout à l'heure vous citiez Zerouia Chalef qui parlait de ses enfants qui parlent. Elle a un mot effarant, elle dit: comment voulez-vous faire un bébé en sachant que le premier jour une sorcière va se pencher sur son berceau et va lui dire: dans 18 ans tu m'appartiendras. Et c'est vrai que je crois qu'Israël, c'est le seul pays. La question de perdre un enfant ou de ses parents qui perdent tellement d'adolescents ou de jeunes à la guerre, c'est le seul pays au monde où ils ont créé comme vocabulaire, vous n'avez pas l'équivalent en français, on dit un orphelin quand vous perdez vos parents. En Israël, on dit chakoul. Et il y a un mot aussi pour dire des parents qui perdent leur enfant, qui n'existe pas dans aucune autre langue au monde, qui est yatom. Et c'est parce que c'est vraiment un problème tragique, les gens ne pensent qu'à ça. Des enfants ou des soldats occupés à jouer le rôle d'occupant, je ne sais plus, il me semble que c'est aussi Zerouia Chalef qui dit ça dans votre film, oui. William Carell. Vous l'avez vu, Foxtrot ? Oui. Qu'est-ce qui vous a marqué dedans, vous qui avez fait aussi votre service militaire en Israël ? Le film, j'avais été surtout marqué, et le film est par l'histoire que racontait après le réalisateur sur sa fille qui part à l'école, qui essaye de prendre un taxi, et elle a la même histoire que Zerouia Chalef avec le bus qui explose, elle arrive à échapper de justesse. Et le film, ce film... Foxtrot, c'est justement le film. C'est pour ce film que le ministre de la Culture, Regev, a refusé de venir en Israël au festival. Elle avait demandé au festival du cinéma israélien. Elle avait dit que si ce film était diffusé, elle ne viendrait pas. Effectivement, elle n'est pas venue. Et le réalisateur du film racontait que sur les 30 films que font les Israéliens chaque année, ou faisaient d'habitude, 15 films sont complètement arrêtés parce que les subventions ont été arrêtées.
Voilà, l'armée qui est aussi un reflet de la société israélienne, hein, comme l'évoquait Samuel Maoz. La guerre en Israël, c'est comme une biennale. Tous les 2 ans, on se demande banalement quand sera la prochaine, dit Edgar Keret devant votre caméra. La paix semble hors d'atteinte. C'est ce que dit aussi Elie Barnavi, qui résume, selon lui, cette histoire. Une longue guerre sans fin, avec des pauses et qui n'est pas prête de se terminer. Voilà, il y a peu de vos intervenants qui croient aujourd'hui encore à la solution à 2 États. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'il peut advenir 70 ans après la création de l'État hébreu? Vous, William Carrel, vous n'êtes pas devin, vous n'êtes pas historien, mais vous restez très pessimiste. Historien, mais je suis aussi pessimiste que Sarah Seibé, que Elias Sambar. Il n'y aura jamais, dans l'État où c'est aujourd'hui, il y a 700 000 colons. Il n'y aura jamais un gouvernement qui prendra le risque de déclencher une guerre civile, et il y en aura une en évacuant 700 000 colons. Donc c'est pour ça que plus personne ne croit à cette solution. Les gens, comme dit Elie Barnavi, s'accommoderont, et ça dure déjà depuis 50 ans, 70 ans, donc ils s'accommoderont, ça ne bougera pas. Je ne sais pas par quel miracle, c'est Sarah Seibé qui dit à moins d'un miracle, ça ne bougera jamais.